Bonsoir à tous, merci infiniment pour cette très belle introduction. Vous avez fait un tour complet de la situation. Je ne sais pas si j'ai grand-chose encore à vous raconter. Mais je vais essayer de refaire un récapitulatif de l'aventure, de l'engagement, de l'initiative qui nous intéresse, qui a démarré, comme vous l'avez dit, en 1985. Alors la polio d'abord, c'est important de savoir, c'est une maladie virale. Il y a quelques années, on a entendu parler d'un virus qui nous embêtait bien. Donc vous savez que les virus, il n'y a pas vraiment de médicaments et de façon de guérir. On a très très peu de médicaments antiviraux. Mais c'est une maladie qui est millénaire. Vous voyez cette tablette au milieu de la diapositive qui représente une tablette qui date de 1400 ans avant notre ère. Et vous voyez, si vous regardez bien, une personne qui s'appuie sur un bâton avec une jambe qui est atrophiée. En fait, déjà à l'ère égyptienne, sur cette tablette égyptienne, on voyait une personne atteinte de la polio. Cette maladie est donc très très ancienne. Comme la Covid, à laquelle nous avons été confrontés il y a quelques années, la transmission de la polio se fait de manière très asymptomatique. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de personnes infectées, mais en fait très très peu qui vont développer les signes de la maladie, donc la paralysie. Et il va y avoir beaucoup de porteurs sains du virus qui, eux, peuvent contaminer les gens avec lesquels ils sont en contact. La transmission de virus se fait pas par les respirations comme on l'avait avec la Covid, mais se fait par l'eau souillée, les aliments souillés. Et là, c'est une maladie qui est irréversible, mais par contre, on a des vaccins qui fonctionnent extrêmement bien depuis les années 60. Depuis les années 60, nous avons deux types de vaccins qui fonctionnent selon deux mécanismes différents. Un vaccin oral qui contient un virus vivant de la polio qui a été atténué et qui permet de développer les anticorps et la protection contre la maladie. Et un vaccin injectable, donc qu'on transmet avec une injection qui contient un virus inactivé, tué, et qui protège également contre la maladie. Les deux vaccins existent et sont utilisés actuellement. Les pays industrialisés n'utilisent plus que le vaccin inactivé, celui qui est injectable, injecté, et en fait, vos enfants, vos petits-enfants sont vaccinés avec un vaccin qui contient beaucoup d'antigènes. La polio est l'un d'entre eux, mais en fait, souvent, il y a 6 ou 7 vaccins différents dans l'injection que les enfants reçoivent. En 1985, le Rotary s'est rendu compte que la maladie touchait beaucoup de monde, beaucoup de pays dans le monde. On avait 350 000 personnes, surtout des enfants, qui étaient paralysés chaque année dans 125 pays, ces pays qui sont en jaune sur la carte, tous les ans. Donc un fardeau de la maladie assez considérable. Ça représente 1000 enfants qui étaient paralysés chaque jour. Donc vraiment un fardeau de la maladie en 1985, c'est-à-dire il y a 40 ans, qui était considérable. Et le Rotary s'est engagé, comme l'a dit notre présentateur tout à l'heure, s'est engagé à financer des campagnes de vaccination partout dans le monde, avec cette vision qu'on pouvait livrer à nos enfants, léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde sans polio. Les campagnes de vaccination étaient effectives et fonctionnaient très bien. Ils avaient commencé aux Philippines, et le Rotary s'est rendu compte qu'avec des campagnes bien organisées aux Philippines, on pouvait arrêter les cas de polio. Donc, on s'est engagé là-dedans. L'OMS, comme on vous l'a dit tout à l'heure, a rejoint cette initiative du Rotary. L'OMS, c'est pas simplement une organisation, c'est 192 États, 194 États dans le monde qui se sont engagés dans l'éradication de la polio. C'est-à-dire que tous les États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont décidé, oui, nous voulons éradiquer la polio dans le monde. Et depuis 1985, à nos jours, on a réalisé des progrès extraordinaires.
5 des 6 régions du monde, selon le découpage de l'Organisation mondiale de la santé, ont effectivement éradiqué le virus de la polio. C'est-à-dire qu'il a été effacé de ces pays-là. Le virus endémique, le virus qui était présent originellement dans ces pays, a été complètement éradiqué. Et cette éradication a été certifiée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire qu'ils ont fait une surveillance très très intensive pendant 3 ans suivant la dernière détection du virus pour s'assurer que le virus n'était plus présent. Et ils ont pu alors certifier que le virus avait effectivement été éradiqué de ces régions. Alors, voilà le découpage du monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Bon, les Amériques, c'est assez logique, mais ensuite, il y a des découpages entre l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental qui sont un peu compliqués. Mais vous voyez, c'est par des couleurs, vous voyez un petit peu comment c'est organisé. Donc, les Amériques ont eu leur dernier cas de polio en 1991. C'est ce petit garçon qui s'appelle Luis Fermín Tenoria qui a contracté la polio en 1991 au Pérou. Et donc 3 ans après, en 1994, l'OMS a certifié l'éradication de la polio parce qu'il n'y a plus de cas de polio, plus de détection du virus nulle part dans les Amériques. Donc ça a commencé par les Amériques. Ensuite, le Pacifique occidental. Pacifique occidental, vous voyez, ça inclut la Chine, donc c'est quand même assez considérable au niveau population. Et le dernier cas de polio a été détecté au Cambodge, cette petite fille qui s'appelle Mom Chanti, qui a contracté en 1997 le virus de la polio, qui a été paralysée, vous voyez, d'une jambe. Et donc 3 ans après une surveillance intensive, l'Organisation mondiale de la santé a pu certifier l'éradication en l'an 2000 de la polio dans tout le Pacifique occidental. L'Europe n'est venue qu'après, en 1998. Et ce petit garçon turc est le dernier à avoir contracté la polio sauvage en Turquie en 1998. Et donc la certification de l'éradication a eu lieu 3 ans plus tard. L'Asie du Sud-Est, et c'est là que le monde a basculé en termes de croire qu'effectivement cette utopie d'éradiquer la polio dans le monde était en fait pas une utopie, mais c'était quelque chose de faisable. Le dernier enfant qui a contracté la polio en Asie du Sud-Est, qui inclut bien entendu l'Inde, et qui a été pendant très très longtemps le réservoir mondial du virus de la polio. Cette petite fille, qui s'appelle Ruqya Khatoun, a contracté la polio en 2011. En 2014, l'Inde et toute l'Asie du Sud-Est a été officiellement certifiée comme ayant éradiqué la polio. Quand la certification de l'Asie du Sud-Est comme ayant éradiqué la polio a eu lieu en 2014, le monde a basculé parce que, à ce moment-là, les gens ont dit si l'Inde a réussi à éradiquer cette maladie, alors il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire partout ailleurs dans le monde. Parce que l'Inde est une région tellement dense, tellement peuplée, avec tellement de zones très très compliquées d'accès en termes d'accès aux soins, d'accès à la santé et de densité de population, qu'on s'est dit là, effectivement, on peut le faire. Est venue l'Afrique. Alors l'Afrique, le dernier cas de polio en Afrique, c'était au Nigeria, au nord-est du Nigeria, cette petite fille Yafani Allah qui a contracté la polio dans une zone qui est dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, qui est sous le contrôle d'un groupe qui s'appelle Boko Haram. Vous en avez certainement entendu parler dans les informations, qui est contre tout ce qui est science venant de l'Occident, et donc qui interdit la vaccination et qui interdit aux communautés d'avoir accès à la vaccination. Et cette petite fille, on pensait qu'on avait éradiqué la polio déjà en 2014. Quand on m'a invité à devenir directeur du programme de la polio, on m'a dit le travail est fini, la polio a été éradiquée en Afrique, il n'y a plus de polio dans le monde. Et en fait, je suis devenu directeur de la polio, et juste après, on a réalisé qu'en fait, elle n'avait pas été éradiquée en Afrique, parce qu'on avait toujours des cas au Nigeria
dans des zones où en fait on n'arrivait pas à aller. Et comme on n'y arrivait pas à y aller, on ne pouvait pas faire de surveillance épidémiologique, on ne pouvait pas regarder ce qui se passait. Et pendant 2 ans, en fait, le virus avait continué à circuler sans qu'on le voie. Ça a été très compliqué d'éradiquer la polio au Nigeria parce que on ne pouvait pas accéder. Il a fallu mettre en place des stratégies très très spécifiques, mettre des campagnes, des groupes de vaccinateurs à toutes les frontières autour des zones où il y avait le virus de la polio, surveiller avec des images satellites où étaient les communautés qui vivaient, envoyer des équipes de vaccinateurs quand on savait que les terroristes n'étaient pas là et que c'était à peu près sûr pour eux d'aller vacciner. C'était très compliqué. Mais finalement, cette petite fille est la dernière qu'on ait détectée avec le virus de la polio en 2016, mais il a fallu attendre 4 ans de surveillance jusqu'en 2020 avant que le continent africain puisse être certifié comme ayant éradiqué la polio. On a pris beaucoup plus de temps en raison des zones, je dirais, aveugles, dans certaines zones compliquées d'accès, à la fois au Nigeria, surtout au Nigeria, mais dans toute la région du lac Tchad, dans tout le bassin du lac Tchad, avec les zones limitrophes au Niger, au Tchad et au Nord Cameroun, où l'accès était très compliqué. Alors donc on a éradiqué la polio dans 5 des 6 régions dans le monde. Mais en plus de ça, le virus de la polio en fait est composé de 3 sérotypes. Le sérotype 1, sérotype 2, sérotype 3. Eh bien, le sérotype 2 a disparu depuis 2015. Il a été officiellement déclaré comme éradiqué en 2015. Le sérotype 3, officiellement, a été déclaré éradiqué par l'OMS en 2019. Donc en fait, on ne lutte plus que contre le sérotype 1 et dans seulement 2 pays dans le monde, le Pakistan et l'Afghanistan. Donc depuis 1985, 350 000 cas de polio tous les ans dans 125 pays dans le monde, on est arrivé à une situation où maintenant, 2026, on a le virus sauvage de la polio présent uniquement dans 2 pays dans le monde. Donc un progrès considérable qui a été réalisé depuis que nous avons initié cette grande entreprise en 1985. Alors si on regarde un peu plus précisément le Pakistan et l'Afghanistan, voilà grosso modo la carte du Pakistan et l'Afghanistan. L'Afghanistan est au nord, le Pakistan au sud, avec la ligne qui les sépare ici. Vous voyez ici la carte en 2020 avec la situation de la polio en 2020. Vous voyez tout un tas de petites silhouettes de toutes les couleurs partout. Ce sont les cas de polio. Les cas de polio, en Afghanistan, il y en a eu 56, au Pakistan 84. Donc en tout, 140 enfants ont été paralysés par la polio en 2020. Vous direz, ça ne fait pas beaucoup, mais si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, c'est une personne va déclarer les symptômes, et en fait, il y en a 300 qui ont été infectés. Donc, vous multipliez par 300 ce nombre, vous voyez que le nombre de personnes infectées est considérable. Et dans les 2 pays, pratiquement partout dans la géographie de ces 2 pays. Alors, on se projette un peu plus en avant. En 2024, voilà la situation. La différence entre les 2 cartes, d'abord, c'est le nombre de cas. Il n'y a pas une réduction considérable, mais vous allez voir qu'il y a une autre différence. Dans la carte de gauche, vous avez beaucoup de couleurs différentes. Et ces couleurs, ce sont des lignées génétiques du virus. C'est-à-dire qu'il y a une grande diversité génétique du virus. Avec des virus, vous en avez entendu parler aussi avec la Covid, des variants qui évoluent, le virus évolue, etc. Vous voyez qu'on a 8 lignées génétiques en 2020, on n'en a plus que 2 en 2024. Donc, on a réussi 2 choses. On a réussi d'abord à réduire le nombre de cas, à les concentrer dans un nombre de zones plus limité, mais on a aussi à faire en sorte que le virus soit génétiquement beaucoup plus faible. Il a une diversité beaucoup plus faible, et donc il est en train de s'essouffler. Mais c'était en 2024. Voilà où on en était en 2025. Toujours 2 lignées génétiques, avec une concentration des virus, vous voyez, à la frontière entre les 2 pays. Malheureusement, dans beaucoup de zones tribales où la vaccination est extrêmement compliquée, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un problème de santé publique, c'est pas un problème de vaccin, c'est un problème de volonté des populations d'être vaccinées, principalement au
Pakistan parce que il y a des groupes, je dirais, dans cette zone, dans ces zones tribales qui sont opposés aux politiques du gouvernement fédéral et donc qui ne veulent pas donner l'accès aux villages pour la vaccination. Bien entendu, en Afghanistan, vous savez ce qui s'y passe, c'est également extrêmement compliqué de vacciner, mais je dirais que la densité de population en Afghanistan est moins un problème que celle au Pakistan. Et que si on arrivait réellement à nettoyer, à éradiquer le virus au Pakistan, on n'aurait plus de source d'importation vers l'Afghanistan. Donc le problème est réellement au Pakistan, où l'Inde, la sœur du Pakistan, a réussi à éradiquer la polio depuis 2014. Ça fait plus de 12 ans qu'ils n'ont pas eu un seul cas de polio. Il est inconcevable que le Pakistan n'y arrive pas. Et pourtant, on a beaucoup de problèmes pour faire avancer les choses. Mais vous le voyez, la situation s'améliore, mais elle est extrêmement fragile. Et si vous avez suivi les informations récemment, vous savez maintenant qu'il y a une guerre entre le Pakistan et l'Afghanistan qui ne va pas faciliter les campagnes de vaccination ni dans un pays ni dans l'autre. Et donc ça va mettre en péril à nouveau l'éradication de la polio. Alors je vous ai parlé jusqu'à présent de ce qu'on appelle le virus sauvage de la polio, c'est-à-dire le virus qui était endémique, qui était autochtone à toutes ces régions dans le monde. On a un problème supplémentaire qu'on a créé nous-mêmes avec ce programme d'éradication de la polio. On utilise un vaccin, je vous en ai parlé tout à l'heure, un vaccin oral qui contient un virus de la polio qui est vivant et qui est affaibli, atténué. Il marche très bien, ce vaccin. Il marche très bien, il protège les enfants, il stoppe la transmission du virus d'une personne à une autre, donc il est extrêmement efficace. Mais le problème, c'est que si on vaccine de manière incomplète dans certaines zones, le virus va pouvoir muter. Pourquoi ? Parce que un vaccin oral, avec un virus vivant atténué, il va passer dans les voies digestives et l'enfant va l'excréter. Il va l'excréter, ce qui veut dire que le virus vaccinal va se retrouver dans les eaux usées. Au début, ce n'est pas vraiment un problème, parce que ça veut dire que les enfants qui jouent dans les zones où l'assainissement n'est pas très bon vont se contaminer avec ce virus vaccinal. Ce n'est pas trop un problème, parce que c'est un virus vaccinal, donc ils vont se vacciner par contact. C'est plutôt bien. Mais s'il y a trop d'enfants qui n'ont pas été vaccinés dans cette zone, c'est-à-dire qu'on a vacciné quelques enfants, mais en fait, il y a beaucoup d'autres enfants à côté qui n'ont pas été vaccinés, le virus va passer d'un enfant vacciné au départ à un autre enfant qui n'aura pas été vacciné, et puis il va passer d'enfant à enfant non vacciné, et puis la chaîne va continuer jusqu'à ce que le virus mute, et en mutant, il peut redevenir virulent. Et c'est quand il redevient virulent qu'à ce moment-là, il peut causer des flambées et causer des cas de polio à nouveau. Alors, ce n'est pas l'enfant vacciné qui contracte la polio, c'est l'enfant non vacciné qui rentre en contact avec un virus qui a muté. Malheureusement, comme vous l'avez vu dans la carte précédente, ces cas de polio, en rouge, ce sont les cas du Pakistan et l'Afghanistan, donc ce virus sauvage qu'on a pratiquement réussi à éradiquer partout dans le monde. Mais en vert, ce sont les pays d'Afrique principalement qui sont touchés, affectés par ces zones. Et quels sont ces pays ? C'est les pays qui sont affectés par des zones de conflit et d'instabilité. Il y a un parallèle extrêmement fort entre l'instabilité, les conflits, les décès dus à des conflits et les cas de polio. Il y a un parallèle très très fort. Il y a 1 an et demi, il y a eu des cas de polio à Gaza, causés par ce même virus. Évidemment, c'est étonnant. Et on n'en a pas en ce moment dans la zone de conflit en Iran, etc. Mais il n'est pas du tout impossible que dans les zones où il y a des conflits en ce moment, au Moyen-Orient, comme il y en a eu au début du conflit en Ukraine, qu'on ait des cas de polio causés par le virus mutant, parce que ces pays vaccinent avec le vaccin vivant, avec un virus vivant atténué, mais ils n'arrivent pas à vacciner tous les enfants.
Et à partir du moment où on vaccine qu'une partie des enfants et pas les autres, il peut y avoir cette mutation. Alors on a maintenant un outil nouveau qui est là, qui est disponible depuis 2020 et qui maintenant rentre en usage en puissance. C'est un nouveau vaccin oral avec le virus vivant atténué, mais qui a été modifié génétiquement. Il y a une grosse recherche qui a été faite là-dessus qui a pris une quinzaine d'années. Et ce virus vivant atténué est beaucoup plus stable. Et donc là, le risque de mutation génétique n'est pas nul, mais il est beaucoup plus faible. Donc il est maintenant utilisé systématiquement pour lutter contre ces flambées. Et on a maintenant 2 fabricants qui produisent suffisamment de vaccins pour vacciner dans toutes les zones où on a ces problèmes de flambée. Donc on voit le nombre de flambées diminuer, mais c'est un problème qui n'est pas complètement éliminé. Alors, je vais juste résumer où est-ce qu'on en est arrivé. Depuis qu'on a lancé cette initiative, les résultats sont quand même assez faramineux. On a vacciné des milliards d'enfants, on a évité des millions de paralysies, donc il y a 20 millions de personnes, grosso modo, qui marchent aujourd'hui normalement parce qu'elles ont été protégées par la vaccination. On a sauvé des vies, je ne vous l'ai pas dit, mais le virus de la polio peut également tuer. Il atteint le système nerveux central, et donc si les muscles respiratoires, le diaphragme sont affectés, les enfants ne pourront plus vacciner et vont décéder. Alors dans les pays riches, vous avez peut-être vu ça sur des photos, ce qu'on appelait des respirateurs, des poumons d'acier qui aidaient les enfants atteints de la polio à respirer. Mais dans les pays pauvres, c'est pas possible, les enfants décèdent. On a éradiqué 2 des 3 sérotypes du virus. On a éradiqué le virus dans 5 des 6 régions du monde. Le nombre de cas de polio a été réduit de manière considérable. On dit 99,9%. Malheureusement, on n'en est pas encore à 100%. Mais on a fait autre chose. Le programme de la polio vaccine partout dans le monde. Et aller vacciner, ça veut dire qu'on a du personnel formé qui va dans tous les villages les plus reculés. Alors, les gens qui s'occupent de paludisme sont venus nous voir en disant « Vous allez partout dans le monde, dans tous les villages les plus reculés, pourquoi est-ce que vous ne nous aidez pas à lutter contre le paludisme ?» On s'est mis à distribuer des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans tous les pays qui étaient couverts par le programme de lutte contre le paludisme. On a également mis en place, et le Rotary a aidé à financer, des puits, des pompes, parce que les gens ils nous disent « Vous êtes bien gentils de venir nous vacciner contre la polio, mais ce n'est pas vraiment notre problème. La polio, on ne la voit plus depuis un certain nombre d'années. Par contre, on n'a pas d'eau potable. Et donc, ils attrapent tout un tas de maladies avec le manque d'eau potable. Donc, on a financé des puits, des pompes, de manière à ce que les populations aient accès à de l'eau. Et puis on vaccine pas simplement contre la polio, mais on aide la vaccination contre la rougeole, contre les maladies diarrhéiques à rotavirus, contre tout un tas de maladies infantiles qui sont prédominantes dans ces pays et pour lesquelles maintenant on a des vaccins extrêmement efficaces qui sont administrés à nos enfants, à nos petits-enfants, mais qui, dans les pays du tiers-monde, ne sont pas accessibles aussi facilement parce que les systèmes de santé sont beaucoup plus fragiles. Quand la pandémie de Covid a frappé, le programme était en pleine campagne de vaccination pour éradiquer la polio en 2020. J'étais encore directeur du programme à ce moment-là et on a été confronté à un dilemme assez difficile. Que faire avec cette pandémie de virus qu'on ne connaissait pas? Si on allait continuer à vacciner contre la polio, le risque, c'est qu'on allait transmettre la Covid dans des zones qui n'étaient pas encore affectées par ce virus, parce qu'on allait envoyer du personnel un peu partout. Donc on a pris la décision extrêmement difficile d'arrêter toutes les campagnes de vaccination pendant 6 mois. Et au lieu de ça, notre personnel s'est mis à la disposition des ministères de la Santé des pays affectés où on était présent
pour permettre d'identifier les cas de Covid, faire de la surveillance, faire de l'éducation des populations, sensibilisation aux gestes barrières, et tracer les contacts, etc. Donc on s'est mis à la disposition d'un programme qui n'était pas du tout la polio, mais qui était un programme de santé publique important. Alors, vous direz, on est arrivé tellement loin, il n'y a plus que quelques cas de polio au Pakistan et en Afghanistan. Pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à éradiquer ce virus? Le premier constat, c'est que tant qu'il y a de la polio quelque part, mais là c'est au Pakistan et en Afghanistan, et vous l'avez vu, il y a des flambées de virus mutants en Afrique, le risque persiste partout, pour tout le monde. On n'est pas à l'abri de ce qui peut arriver. Le virus circule. On l'a vu avec la Covid. Il part d'un endroit, mais ensuite il arrive très très vite en Italie et dans tous les autres pays. En juillet 2022, un jeune homme de 20 ans a contracté la polio. Où ça? Dans le district de New York, aux États-Unis. Il n'avait pas été vacciné. Il a été attrapé par un virus de la polio qui avait circulé comme ça, de manière silencieuse. Il a contracté la polio, il a été paralysé. Le virus a été détecté dans les eaux usées à Montréal. Avant ça, il avait été détecté dans les eaux usées à Londres. Le virus circule. Donc si on n'éradique pas ce virus, et si les gens ne se vaccinent pas tous correctement, nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, le virus de la polio peut très rapidement reprendre de la force. Et si on arrête de vacciner aujourd'hui au Pakistan, en Afghanistan et dans ces zones d'Afrique, c'est simple. En l'espace de 10 ans, on pourrait avoir à nouveau 200 000 cas de polio partout dans le monde. Le virus recirculera et on aura à nouveau une pandémie due à la polio. Mais finir le travail, terminer ces quelques cas, ça coûte cher parce qu'il ne faut pas vacciner uniquement là où il y a de la polio, Pakistan et Afghanistan. Il faut vacciner aussi tous les pays qui sont fragiles, où on risque d'avoir le virus qui se réinstalle, et donc créer à nouveau des foyers. Donc il faut vacciner tous les ans environ 350 millions d'enfants dans 60 pays qui sont des pays à risque, pour s'assurer que le virus ne s'y installe pas. Il faut financer, bien entendu, les vaccinateurs, qui sont en général des bénévoles, des volontaires à qui on finance simplement leur déplacement et un petit quelque chose pour qu'ils puissent se nourrir dans la journée. Puis, il faut surtout maintenir une surveillance épidémiologique. Qu'est-ce que c'est la surveillance épidémiologique? C'est détecter tous les cas de paralysie et puis aller voir si le virus de la polio se trouve dans cette personne, cet enfant qui a contracté la paralysie. Et puis, il faut également faire des prélèvements dans les eaux usées pour savoir si le virus s'y trouve ou non. Donc, ça coûte cher parce qu'il faut financer des laboratoires et des scientifiques qui font ce travail. Alors le Rotary continue à financer cet effort, ça devient de plus en plus dur, on peut vous le dire, mais c'est compliqué après 40 ans de mobiliser encore le public et les Rotariens pour lever des fonds. Mais tous les ans, on s'engage à lever 50 millions de dollars pour financer le programme d'éradication de la polio. Et la fondation Gates s'engage à donner, pour chaque dollar qu'on lève, s'engage à donner 2 dollars. Donc nos 50 millions de dollars deviennent 150 millions de dollars qui sont ensuite distribués aux programmes de surveillance, de vaccination qui en ont besoin. Donc les résultats, encore une fois, qui ont été réalisés au cours de ces 41 années sont extraordinaires. Et c'est pour cela que le Rotary s'engage à poursuivre ses efforts jusqu'à l'éradication totale et finale du virus. On essaye d'engager les Rotariens, les individus eux-mêmes, à contribuer à hauteur d'un minimum de 100 € par an tous les ans, jusqu'à l'éradication totale du virus. Et donc on transmet cette information. On a créé un cercle qui s'appelle le cercle Polio Plus, qui permet de mobiliser des fonds sur la durée. Je vais maintenant passer la parole à Madame Durand, qui va nous projeter un témoignage, nous donner un témoignage d'une campagne de vaccination au Pakistan.
Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un témoignage au travers d'un film qui va être lancé dans la seconde qui vient. J'ai, pendant de nombreuses années, comme tous les Rotariens, entendu parler de l'éradication de la polio. Et l'année dernière, j'ai voulu aller au Pakistan voir comment s'organisait cette vaccination, comment l'État pakistanais s'organisait. Et le film qui va vous être présenté là, qui dure une dizaine de minutes à peu près, est un témoignage de ce que j'ai vu avec une dizaine d'amis rotariens. Nous avons nous-mêmes participé à la vaccination. Nous avons été dans les villages, dans les gares, dans les bidonvilles, sous les ponts, encadrés très souvent par l'armée, parce que la protection était nécessaire, mais aussi nous avons accompagné les vaccinateurs, nous avons vu comment ils travaillaient, et c'est ce que ce film va vous raconter. Merci. En avril 2025, j'ai eu l'occasion de me rendre au Pakistan en compagnie de 9 autres Rotariens de la région 14. Notre groupe était composé de 2 Belges et de 8 Français. Une aventure particulière puisque notre objectif était de soutenir la vaccination contre le virus de la polio dans ce pays. Je suis Nathalie Herman, membre du Rotary Braine-le-Comte et ADG du district 2150. À travers ce témoignage, je souhaite vous partager mon vécu durant ce périple et vous sensibiliser à l'importance de la vaccination contre la polio. Le Pakistan est un jeune pays créé en 1947 et à majorité musulmane, situé dans un contexte géopolitique complexe entre l'Iran, l'Afghanistan, la Chine et l'Inde. Notre mission s'est déroulée exclusivement dans la province du Sindh, au sud-est du pays. Quel chemin parcouru depuis 1980 ? En 2020, la polio était pratiquement éradiquée à l'échelon mondial. En 2025, les seuls pays encore concernés par le virus sauvage de type 1 sont l'Afghanistan et le Pakistan. Bien que le pays fasse régulièrement des campagnes de vaccination à l'échelon national, les autorités ne parviennent pas à l'éliminer. En cause, d'incessants flux migratoires, principalement afghans. Le Pakistan étant un carrefour stratégique entre l'Asie du Sud, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Durant cette semaine marathon, l'objectif était de vacciner un maximum d'enfants entre 0 et 5 ans. Concrètement, nous administrons 2 gouttes de vaccin sur la langue de l'enfant et nous marquons son auriculaire gauche à l'aide d'un feutre indélébile. Les vaccins sont transportés dans des box réfrigérées qui accompagnent chaque vaccinateur local. Outil indispensable avec des températures pouvant dépasser les 40 degrés. La campagne de vaccination a débuté le lendemain de notre arrivée à Karachi. Nous sommes allés au contact des familles et surtout des enfants, en faisant du porte-à-porte dans les villages, en allant dans les gares, en montant dans les bus et en nous rendant enfin dans les bidonvilles ainsi que dans un camp de nomades à Hyderabad. Chaque journée nous révélait son lot de surprises. Sans filtre ou faux semblant, nous avons découvert la réalité du terrain. Des conditions de vie et d'hygiène inimaginables, des habitats précaires, un environnement hostile.
La vaccination porte-à-porte est la plus organisée. Le village est quadrillé sur papier et les vaccinateurs, principalement des femmes, prennent préalablement les rendez-vous avec les parents. La mise à jour des données de vaccination se fait à la craie sur la façade de la maison. Le défi quotidien des vaccinateurs est de convaincre les parents de l'importance des bienfaits du vaccin. Et ce n'est pas toujours très simple. Les croyances là-bas ont la vie dure. Nous avons également vacciné dans les gares. La stratégie se répartir dans la gare, sur les quais avec notre vaccinateur, repérer les enfants de moins de 5 ans et surtout convaincre les parents de le faire vacciner gratuitement. Dans les bus, même concept, mais là, la rapidité est de mise car le bus ne fait qu'un rapide stop pour un contrôle de police et repartent directement. Les vaccinateurs sont postés au split point en provenance, dans notre cas, de l'Afghanistan. Ils couvrent ainsi tous les grands axes de passage aux frontières du Pakistan. C'est dans ces endroits stratégiques que des conteneurs floqués au logo de la polio et du Rotary sont installés. Bravo, c'est bien. La vaccination dans les bidonvilles et le camp de nomades a été la plus compliquée à vivre. Nous pensions avoir une idée de ce qui nous attendait au vu des baraquements de fortune qui s'enchaînaient sur des kilomètres le long des routes. Arrivés sur place, les mots nous manquent. Des enfants vivant à même le sol, dans la poussière, l'accès difficile à l'eau, pas d'électricité et pourtant, malgré cela, nous avons été accueillis par des enfants souriants. Nous sommes en 2025. Comment cela est-il possible ? One drop more. Again. One more. बस enough. Thank you. एक्शन अंदर रखो. पानी दूसरे निकाल लिया करो. तुम तेज पकड़ो मैडम ये Ce passage dans le camp d'Hyderabad, je l'ai passé avec un enfant à chaque doigt. Ils m'ont accompagné jusqu'au retour à notre car climatisé. J'ai eu le sentiment de les abandonner. Un moment inoubliable. Durant notre séjour, nous avons encore inauguré un centre de soins destiné aux femmes et enfants dans le besoin, visité une école et une station d'épuration d'eau, toutes deux financées par le Rotary, découvert 2 antennes sanitaires où nous avons eu de plus amples informations concernant les soins donnés et visualisé les carnets de suivi des vaccinations. Rencontrer des médecins et aides-soignants du centre de prothèses artificielles, échanger avec des membres de l'OMS, de la police et toute l'équipe d'Aziz Memon, figure rotarienne incontournable de la lutte contre la polio au Pakistan. Tout ceci agrémenté par de nombreuses rencontres et chaleureux échanges avec des clubs Rotary de Karachi. Prosthetic limbs, restoring dignity. Since 2008, we've helped 34,000 plus lives. 500 patients receive diabetic foot care, preventing amputations and preserving mobility. Ce que je retiendrai de ce séjour au Pakistan, la gentillesse, les sourires, les regards profonds échangés et la générosité de l'accueil des personnes rencontrées. Le courage et la résilience des vaccinateurs, véritables héros de ces campagnes de vaccination. Le manque cruel d'infrastructures, de soins, d'hygiène et de la gestion des déchets.
aucun respect des règles de sécurité et du code de la route. Parce que ces enfants n'ont pas choisi l'endroit où ils sont nés. Parce que le virus de la polio n'est pas éradiqué. Parce que la contamination continue et qu'elle ne s'arrête pas aux frontières. Parce que la prévention et le traitement de la maladie et la santé de la mère et des enfants font partie de nos axes stratégiques. Parce que nos valeurs ne sont pas que des mots. Restons unis et mobilisons nos efforts pour enfin conjuguer ce virus au passé. Je voudrais faire un commentaire. Vous voyez que la polio, elle a été à la fois un modèle et une locomotive, il y a longtemps. J'ai commencé mes études de médecine en 60. En 60, la réanimation n'existait pas. La ranimation est apparue, et justement à cause de la polio, avec des gens qui vivaient dans des respirateurs artificiels. Et ça va vous surprendre, mais les gens ont été très choqués pour certains qu'on ranime. Parce que ranimer, ça voulait dire empêcher le destin, en quelque sorte, des gens. Ils devaient mourir, pourquoi on ne les laisse pas mourir? Donc il y a eu tout un débat, et la ranimation n'est pas née facilement. Par ailleurs, quand on voulait vacciner, ou quand les gens étaient réticents à des vaccins, on emmenait les parents ou même les enfants, on leur montrait ces pauvres gens qui vivaient dans des respirateurs, et donc là on arrivait à les convertir assez rapidement. Et donc la polio, elle a joué un rôle très très important. C'est aussi grâce à la polio qu'il y a eu en France, par exemple, la naissance de une des associations que vous connaissez pour le handicap, l'Association des paralysés de France. C'est grâce à la paralysie, qui est une invalidité visible,
que finalement sont nés tous les changements qu'on connaît aujourd'hui encore. Donc cela veut dire que la polio, eh bien, on considère en général que ça n'existe plus. Déjà, il faut qu'on considère que dans les mémoires, elle est fondamentale. Et elle continue à être extrêmement importante parce que, comme on vient de voir là, il y a un modèle. Il y a un modèle d'un virus qui change, qui est susceptible de changer. Et quand on dit qu'on va éradiquer la polio, oui, à condition de rester vigilant, à condition de continuer, à condition de convaincre. Et vous voyez, tous les problèmes que cela pose, pas seulement des problèmes financiers, mais des problèmes stratégiques, des problèmes politiques. Et dès qu'il y a des conflits, on peut considérer qu'il y a péril. Alors, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la tuberculose. Je peux vous dire que la tuberculose, elle est résistante en Ukraine, en Russie. Eh bien, les Français ont bien le tort de croire que la tuberculose, c'est du passé. Je pense qu'elle va venir. Et la polio, comme on vient de vous le dire là, vous voyez combien c'est difficile et combien ce n'est jamais acquis. Donc cet effort, il est considérable et ce qui est passionnant avec ce qu'on vient de voir avec l'Afghanistan, le Pakistan, on voit que l'intelligence artificielle, les moyens de détection les plus fins, les images satellites, elles sont fondamentales finalement. Faire la guerre au virus, c'est peut-être plus pertinent et plus ludique que faire la guerre à ceux qui ont un visage qui ne vous plaît pas ou qui ont des religions qui ne vous conviennent pas. Donc finalement, si les hommes veulent s'amuser, qu'ils luttent contre les virus. Des questions? 1, 2, 1, 2. 1, 2. Vous entendez là? Je vais pouvoir vous remercier d'ailleurs pour cette présentation que j'ai beaucoup appréciée. Je vais partir, mais j'avoue que je voudrais vous poser une question. J'ai beaucoup apprécié le reportage bien concret qui montre à quel point c'est compliqué d'organiser une vaccination, de superviser ce qui se passe au niveau local et pour en même temps vérifier que cette vaccination est assez complète. Quand je repense à votre première présentation plutôt géographique et géopolitique, vous nous indiquez que même en Chine, la poliomyélite est éradiquée. Quand je pense à ce qui s'est passé au moment du Covid et la façon dont les Chinois ont un peu bloqué l'information sur l'origine du virus, je m'interroge, et je ne sais pas comment le Rotary a pu faire, sur le fait que ils ont organisé cette vaccination et qu'on peut affirmer que la poliomyélite est complètement éradiquée en Chine. J'aimerais bien avoir des éléments de réponse si vous les avez. Merci. La question de est-ce que nous sommes sûrs que le virus a été éradiqué dans toutes ces régions que je vous ai citées comme ayant éradiqué le virus, tout le monde se la pose. Comment est-ce qu'on peut être sûr que dans tous les coins les plus reculés, bon, vous citez la Chine. La Chine n'est pas vraiment le problème, mais ça peut être le problème, c'est des zones reculées d'Asie ou d'Afrique, choses comme ça. Effectivement, c'est compliqué. Et c'est pour cette raison que la certification de l'éradication prend beaucoup de temps. On détecte tous les cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire détecter tous les cas? Ça veut dire qu'un enfant est paralysé. On ne va peut-être pas l'apprendre tout de suite. Mais des parents qui ont un enfant qui ne peut plus se lever vont chercher à aller vers un système de santé, même si le système de santé est très défaillant. D'une manière ou d'une autre, ils vont essayer d'atteindre quelqu'un qui sait pour aider cet enfant qui n'arrive pas à se lever. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps, mais à un moment donné, l'information va arriver et nous avons mis en place des réseaux de surveillance communautaire partout dans les pays qui étaient affectés par la polio pour que justement, dès qu'on a l'information qu'un enfant a été
affecté par une paralysie, on ne sait pas ce que c'est, quelqu'un puisse aller. On prélève des échantillons de sel. Les échantillons de sel sont ensuite transportés dans le froid jusqu'à un laboratoire dans le pays, ensuite transportés de manière internationale dans un laboratoire qui va faire une analyse génétique, etc. Ça prend du temps, c'est compliqué. Vous voyez ce qui se passe en Afghanistan en ce moment et le Pakistan, c'est compliqué parce que le laboratoire de référence est au Pakistan pour l'Afghanistan. Donc évidemment, les transports sont compliqués. Mais le réseau fonctionne bien et on arrive à détecter si le virus est encore présent ou non. Alors la Chine a été un gros problème pendant très longtemps parce qu'ils voulaient utiliser que leur propre vaccin, qui n'était pas vraiment très efficace. On l'a vu avec la Covid et la Russie pendant la pandémie. L'OMS, à l'époque, l'OMS arrivait à intervenir dans ces pays-là parce que les Chinois voulaient à terme exporter leurs vaccins, avoir des vaccins qui étaient reconnus au niveau international. Donc on a réussi à faire en sorte qu'ils suivent des procédés de fabrication et de contrôle de qualité qui soient tels qu'ils arrivent à utiliser des vaccins. Mais dans tous les pays communistes, l'éradication de la polio n'a pas été un problème parce que tout le monde est enregistré, tous les enfants sont enregistrés. Je suis allé faire des campagnes de vaccination au Vietnam. On allait dans un village pour faire la campagne de vaccination. Les responsables de la campagne avaient un listing de tous les enfants qui devaient être vaccinés. Donc, l'avantage de ces régimes, je dirais, très, très contrôlés, est qu'ils savent tout sur tout le monde. Et ils savent où sont les enfants. En Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des enfants qui naissent et qui se baladent un peu partout, et c'est beaucoup plus compliqué de les contrôler. Donc, il n'y a pas de doute par rapport aux régions sur lesquelles on a certifié l'éradication. Je vous l'ai dit, en Afrique, c'était le plus complexe, et on a pris 4 ans, et non pas 3, pour s'assurer qu'on ne détectait plus le virus. Maintenant, on ne détecte plus le virus uniquement dans les cas de paralysie. On fait des prélèvements systématiques dans toutes les eaux usées pour savoir si le virus est présent ou non. Au Pakistan, en Afghanistan, on a à peu près 300 sites de prélèvement. Donc on sait que quand on aura le dernier cas de polio, qu'on continuera à prélever les eaux usées. Et si on détecte plus le virus, on saura vraiment que le virus n'est plus présent. La surveillance est bien améliorée. Alors vous pouvez dire les Chinois ont caché l'origine de la Covid, n'ont pas voulu transmettre l'information, mais le virus de la polio, comme le virus de la Covid, il ne reste pas en place. S'il y avait de la polio en Chine, et il y a eu des cas de polio causés par un variant, les Chinois étaient très discrets à ce propos, mais le virus a été détecté parce qu'on a fini par l'identifier avec les laboratoires de l'OMS. Et le séquençage génétique nous permet on a une base de données mondiale de tous les virus qui sont apparus à tous les moments depuis qu'on a commencé cet effort, qui ont été séquencés, qui est une base internationale. Donc on peut voir quand on détecte un virus d'où il vient, quelle est son origine. Quand vous avez des cas de polio, pas des cas de polio, le cas de polio à New York que je vous ai cité, on sait que l'origine, c'est le Nigeria, parce que le séquençage génétique nous a permis d'identifier la source à l'origine. Donc en fait, il n'y a pas trop de doute. Si on certifie, on ne le fait pas à la légère, c'est que vraiment le virus a été éradiqué. Il y a toujours un risque que la polio soit réintroduite de manière artificielle. On a parlé beaucoup de bioterrorisme il y a quelques années. Mais je dirais que la polio est sans doute pas l'arme biologique la plus fatale qu'on puisse imaginer, parce qu'elle se transmet uniquement par les eaux contaminées et pas tellement par voie respiratoire ou autrement. Et donc on est complètement sûr qu'elle a été éradiquée dans toutes les zones que je vous ai montrées. On a encore beaucoup de difficultés à l'éradiquer au Pakistan, en Afghanistan. Et en Inde en particulier, on sait que l'Inde est extrêmement fière d'avoir éradiqué la polio, particulièrement parce que le Pakistan n'a pas réussi, extrêmement fier de l'avoir éradiqué, et il
continue à vacciner systématiquement et à détecter toutes les possibilités de cas de polio. Donc toutes les paralysies flasques aiguës sont investiguées de manière extrêmement précise pour s'assurer que ce n'est pas de la polio. Ils sont très très sérieux par rapport à ça. Le Rotary, c'est une organisation de service. C'est des millions de Rotariens dans le monde, dans des clubs qui veulent faire du bien. Donc, ils sont au service de la communauté. Dans les années 80, quelqu'un a imaginé qu'on pourrait financer des campagnes de vaccination. C'était le début des campagnes de vaccination. L'UNICEF, l'OMS avait lancé ce qu'on appelait la vaccination universelle pour vacciner tous les enfants dans le monde. La polio était un gros problème dans beaucoup de pays. Et donc le Rotary, aux Philippines, en 1979, a financé des campagnes de vaccination. Et ils ont vu que ça avait un impact énorme. D'abord que c'était facile à faire parce qu'on pouvait mobiliser des volontaires, parce qu'on n'a pas besoin de médecins pour donner des gouttes. On peut juste avoir des volontaires, des bénévoles qui peuvent donner 2 gouttes à un enfant. Il fallait s'organiser. Le Rotary est très organisé au niveau justement des local, donc ils peuvent mobiliser, faire des campagnes d'information, etc. Et ils ont vu que ça marchait bien. Et ça, c'était en 1979. Donc tous les ans, il y a eu des financements locaux qui ont permis ça. Et en 1985, le professeur Albert Sabin, donc l'inventeur d'un des 2 vaccins de la polio, est venu à une convention internationale du Rotary qui se tenait à Kansas City et a dit, vous savez, le Rotary, on pourrait très bien éradiquer la polio dans le monde, il suffit d'organiser des campagnes de vaccination partout avec l'engagement des communautés et vous êtes bien placé pour faciliter cet effort. Donc le Rotary s'est pris au jeu. Rotary s'est organisé avec des clubs partout dans les pays dans le monde. Ensuite, des districts qui rassemblent les pays, qui rassemblent les clubs. Et ensuite, ça monte jusqu'au niveau international. Et à cette convention internationale, il y avait des représentants de tous les pays du monde. Voilà. Et ils ont dit, oui, on va se lancer dans l'éradication de la polio. Et on va s'engager à lever 120 millions de dollars pour éradiquer la polio. Ils ont lancé un défi à tous les Rotariens, tous les clubs Rotary du monde, en disant, allez, notre objectif, c'est de lever 120 millions de dollars. En l'espace de 3 ans, il y avait 340 millions de dollars qui avaient été levés par les Rotariens. Alors comment est-ce qu'on lève de l'argent ? On fait des actions auprès du public, on fait des séances de cinéma qui ramassent de l'argent, on vend des choses avec un petit bénéfice, etc. Et voilà, et on lève de l'argent comme ça. Tous les clubs au niveau local font ça. Et donc, le Rotary a été très fier d'avoir pu organiser ça, lever autant d'argent. Et à ce moment-là, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a commencé à trouver ça un peu sérieux et s'est engagé à dire on va en parler à l'Assemblée mondiale de la santé, qui est la réunion de tous les ministres de la santé des États membres. Et ils ont voté une résolution en 1988 en disant « Le monde va éradiquer la polio ». Donc, c'était une initiative qui a été lancée. Donc, l'initiative s'appuyait sur le Rotary qui avait commencé l'effort, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, qui était partie prenante. Et puis, tout de suite après, s'est adjointe à cet effort, donc ce qu'on appelle maintenant l'IMEP, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, s'est adjoint à cette initiative le Centre de lutte contre les maladies des États-Unis, le CDC, qui s'est engagé, alors qui a fourni beaucoup de bases scientifiques. Ils ont des laboratoires qui permettent justement de séquencer les virus, etc. Et puis, sont venus se rajouter par la suite la Fondation Gates. Bill Gates s'est
avec sa fondation, a dit je peux contribuer à financer ça. Et puis, Gavi, l'Alliance pour les vaccins, qui est une alliance mondiale aussi, qui rassemble à la fois les pays des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui se sont ajoutées à ça pour financer également les vaccins. Le Rotary travaille avec donc ces 5 organisations. Et puis, sur place, on collabore avec toutes les ONG qui sont présentes sur place. On est sur le terrain, si vous voulez. À la fois à Paris pour faire des conférences, mais surtout sur le terrain, comme vous l'avez vu dans le film, pour mobiliser, pour lever des fonds, pour engager les personnes qui ont des moyens, et puis pour faire en sorte que les gens aillent faire vacciner leurs enfants. Et d'ailleurs, Françoise me rappelle de vous rappeler que si vous n'avez pas eu de rappel de vaccination, que ce soit contre la polio ou contre toutes les maladies contre lesquelles vous avez été vacciné quand vous étiez jeune, demandez à votre médecin, parce que si vous comptez voyager à l'international, vous pouvez contracter la polio, la diphtérie,